Dans cette formation VBA Access, nous allons voir comment il est possible de manipuler les données de base de données directement par le code VBA. Illustration avec le résultat final à obtenir, nous proposons à l'utilisateur un formulaire assez simple qui lui permet de définir deux critères instruits par le biais d'une liste déroulante. En l'occurrence, il s'agit de la même base de données que de la précédente formation des idées de sortie en France, catégorisées par activité et département, et donc l'utilisateur peut définir strictement un département et un ou des mots-clés pour pouvoir rechercher tous les enregistrements qui correspondent à ça ou à ces requêtes. Et vous voyez que instantanément, notre formulaire livre tous les résultats concordants. Ça, c'est l'objectif final à obtenir à l'issue, bien entendu, si en instantané nous modifions un ou des critères directement depuis le formulaire, et bien vous constatez que les résultats de la recherche se mettent à jour. Dans notre cas, nous partons d'une base de données quasiment vierge, elle contient bien toutes les données. Pour rappel, il s'agit donc de la table société qui référence des idées de sortie catégorisées par activité et par département. Cela signifie qu'il y a plusieurs idées de sortie du même type dans le même département. L'objectif sur ces 1536 enregistrements, qui constituent simplement une extraction de la base de données d'origine qui, elle, compte 500 000 enregistrements, est de pouvoir permettre à l'utilisateur d'extraire sur demande à l'instant T les informations qui correspondent aux critères. Pour ce faire, donc, nous allons commencer par bâtir notre formulaire, car celui qui est proposé ici par défaut est le formulaire de la formation précédente dans laquelle, je vous le rappelle, nous réussissions à faire cette extraction, mais en liant au formulaire des objets de base de données Access, qui étaient des requêtes aux critères dynamiques, qui permettaient de communiquer avec le formulaire grâce à un petit code VBA. Ici, nous souhaitons nous-mêmes attaquer les données de base de données. Donc, nous commençons par créer le formulaire en mode création de formulaire depuis le ruban créé. Ce mode nous permet de ne pas déclencher d'assistant ou de pouvoir plutôt créer un formulaire complètement vierge délié des données sources d'une table. Nous allons commencer par optimiser l'espace de ce formulaire sur l'écran et nous allons commencer par placer directement nos contrôles. Vous constatez que lorsque l'on crée un formulaire, des rubans dédiés apparaissent en haut de la fenêtre Access justement pour mettre en forme ce formulaire et modifier la disposition des données. Nous allons commencer, pourquoi pas, par modifier l'aspect. Nous pourrions, par exemple, appliquer un thème. Et puis, il nous faut ensuite placer directement sur notre formulaire les contrôles dont nous aurons besoin pour permettre à l'utilisateur de faire ses choix par le biais d'une liste déroulante et une zone de critères. Nous définissons pour commencer par le biais du ruban format une couleur de fond pour notre formulaire et puis, grâce au ruban création et au contrôle en visuel qu'il propose, nous allons commencer à disposer les différents éléments. Nous souhaitons un titre dans une zone légèrement encadrée pour le mettre en forme comme celle-ci. Donc, nous commençons par définir un rectangle que nous traçons sur notre formulaire. Et tant qu'à faire pour qu'il ressorte bien, nous allons lui attribuer une couleur de remplissage. Alors, effectivement, il ne s'agira pas forcément de choix visuels qui sont très pertinents ou très agréables à l'œil, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être posés. Ensuite, pour ce formulaire, nous souhaitons lui donner un titre visuellement, donc nous allons tracer directement ici une petite étiquette à l'intérieur de ce cadre que nous avons tracé. L'objectif est de pouvoir à l'issue centrer ce titre sur notre formulaire. Donc, ici, un petit titre pour notre formulaire, connexion aux bases de données en VBA Access, par exemple. Il s'agit ensuite, bien entendu, de mettre en forme ce titre de manière à ce qu'il ressorte comme un titre. Sachez que lorsque des contrôles sont disposés les uns sur les autres, la méthode la plus simple pour pouvoir y accéder en les sélectionnant est de réaliser un contrôle-clic. Si des fois vous éprouvez des difficultés pour les sélectionner. Nous allons, par le biais du ruban format dédié, mettre ce texte en gras, augmenter sa taille de police, par exemple 22. Nous constatons que
le résultat est conforme à nos attentes, nous pourrions même définir une couleur de texte légèrement différente, histoire de bien faire ressortir ces informations, et pourquoi pas, nous pourrions centrer grâce toujours aux fonctionnalités proposées par le ruban, cliquer sur le bouton alignement, centré par exemple. Ensuite, pour éviter de refaire toutes ces modifications d'aspect, nous allons dupliquer par CTRL-C, CTRL-V cette petite zone délimitée pour y placer nos contrôles. Nous la réajusterons en temps voulu. Il s'agit maintenant de proposer à l'utilisateur une liste déroulante dans un premier temps. Donc nous repassons par notre ruban création et nous allons directement utiliser le contrôle zone de liste déroulante qui est proposé dans les visuels du ruban création que nous traçons directement dans notre cadre. Une fois qu'il est tracé, vous constatez que par défaut un assistant s'enclenche. Nous n'en voulons pas puisque nous allons le piloter nous-mêmes. Donc nous annulons ce petit assistant et nous allons ici nous débarrasser de l'étiquette associée à cette zone de liste déroulante en la sélectionnant précisément et en la supprimant. Nous allons ensuite paramétrer assez rapidement cette zone de liste déroulante pour qu'elle soit assez conforme à la présentation globale de notre formulaire. Nous souhaiterions qu'elle ait par exemple la même couleur de police, pourquoi pas le même style de mise en valeur gras, éventuellement une taille de police plus importante, de manière à ce que les informations soient bien visibles pour l'utilisateur. Et il s'agit aussi de commenter cette zone de liste déroulante pour guider l'utilisateur dans ses choix. Donc, nous allons ajouter une étiquette juste au-dessus de la zone de liste déroulante pour préciser à l'utilisateur qu'il peut, par ce biais, choisir un département. Donc, nous saisissons cet intitulé que nous allons là encore paramétrer, formater, toujours par le biais du ruban format, pourquoi pas, avec les différentes options qui nous sont proposées, histoire de faire ressortir ces informations de façon évidente. Quelques ajustements peuvent être nécessaires. Ici, nous n'allons pas nous attarder sur ces manipulations car une fois qu'elles sont comprises, eh bien, il s'agit de prendre un peu de temps pour obtenir un visuel qui soit suffisamment satisfaisant. Ce qui nous intéresse, nous, par contre, c'est de pouvoir piloter ces objets. Il s'agit de contrôle de formulaire. Nous pouvons les piloter comme des objets de programmation, puisque VBA, je vous le rappelle, est un langage de programmation orienté objet, donc il est important de lui associer un nom précis. Je vous rappelle que si elle n'est pas présente, cette feuille de propriété, vous pouvez l'activer par le biais du ruban création en cliquant directement sur le bouton feuille de propriété. L'objectif donc pour cette liste déroulante qui est sélectionnée, par le biais par exemple de l'onglet autre de sa feuille de propriété, nous allons définir son nom. Très simplement, de façon explicite, par exemple, liste déroulante. Nom d'objet, donc je vous rappelle, pas de caractère latin, pas d'espace, et ainsi dans le code VBA, elle sera reconnue par son nom, liste déroulante. Nous devons proposer par la suite une zone de saisie pour les mots-clés que l'utilisateur souhaite saisir afin de recouper les critères. Ces mots-clés qui seront recherchés par notre code VBA à l'issue sur le champ société nom, c'est-à-dire le nom de l'activité. Et tant qu'à faire, alors tout d'abord, nous allons bien sûr nous débarrasser de l'étiquette associée. Tant qu'à faire donc, nous allons récupérer les attributs de mise en forme de notre liste déroulante par le biais du ruban format à l'aide de cet outil bien connu reproduire la mise en forme pour les appliquer sur notre zone de texte et ainsi éviter de devoir refaire tout le formatage. Ensuite, nous allons là aussi utiliser les fonctionnalités que nous propose Access en conception par le biais du ruban organisé cette fois-ci, de manière à homogénéiser la présentation. Par exemple, nous allons faire en sorte, puisqu'ils sont tous les deux sélectionnés, de faire en sorte donc qu'ils soient tous de la même taille en hauteur et tous de la même taille en largeur, comme ceci. Il s'agit ensuite de lui associer une étiquette explicative, donc nous allons là encore copier et coller notre label qui servait à décrire notre liste déroulante, pour lequel nous allons modifier l'intitulé qui permet de guider l'utilisateur, taper des mots-clés, comme ceci, et comme précédemment, bien entendu, nous avons besoin de renommer explicitement cet objet pour pouvoir le piloter par le code. Remarquez que la feuille de propriété se met à jour en fonction du contrôle qui est sélectionné directement sur le formulaire.
Donc il ne s'agit pas du nom texte 6, mais par exemple un nom explicite, mot-clé, pour bien faire comprendre que cette zone de texte sert à accueillir les mots-clés tapés par l'utilisateur. Ensuite, il nous faut un bouton qui permet de valider ces critères et de lancer la recherche, c'est-à-dire l'exécution du code VBA, donc par le biais des contrôles visuels qui sont proposés dans le ruban création du formulaire Access, nous choisissons un bouton que nous allons directement tracer sur le formulaire la façon que vous souhaitez. Là encore, un assistant se déclenche car il y a des actions automatisées qui sont proposées pour être associées à un bouton. Nous souhaitons vraiment des actions plus abouties puisque nous allons accéder aux données de base de données, donc nous annulons cet assistant. Et puis, nous pourrions mettre en forme ce bouton. Pourquoi pas, nous pourrions essayer de répliquer là aussi des attributs de l'autre zone de texte pour les appliquer au bouton et voir ce que cela donne. Hormis en effet le remplissage qui n'est pas tout à fait approprié, nous obtenons bien une mise en forme qui correspond aux autres aspects modifiés que nous avions définis pour les contrôles du formulaire. Voilà. Donc, il s'agit comme toujours de paramétrer ce contrôle. Ici, ce bouton, nous allons directement par le biais de sa feuille propriété le nommer chercher. Ça, c'est important, mais constatez que l'intitulé du bouton, lui, n'est pas suffisamment explicite pour l'utilisateur. Donc, par exemple, par le biais de l'onglet Format, nous allons modifier la légende, c'est-à-dire le texte qui affiche son intitulé. Rechercher, l'utilisateur comprendra qu'en cliquant sur ce bouton, il va lancer la recherche, soit l'exécution du code VBA. Ensuite, il s'agit de proposer à l'utilisateur dans la partie inférieure du formulaire une zone d'extraction. Donc, nous commençons par répliquer notre encadré pour garder une certaine homogénéité dans la mise en forme, et puis nous allons faire en sorte qu'il soit disposé sur la hauteur du formulaire. À l'intérieur de ce dernier, toujours par le biais du ruban création, nous allons donc disposer une zone de texte dans laquelle nous verrons afficher effectivement tous les résultats de l'extraction faite par notre code VBA à l'issue. Cette zone de texte, comme toujours par défaut, est associée à une petite étiquette que nous allons supprimer, comme ceci. Et bien entendu, la première chose à faire, par le biais de sa feuille propriété onglet autre, est de pouvoir renommer explicitement cette zone de texte afin de la piloter beaucoup plus simplement par le code VBA. Donc nous avons disposé jusque-là à peu près tous les éléments que nous souhaitions. Si nous enregistrons par CTRL-S, nous devons commencer par nommer notre formulaire. Donc nous allons le nommer par exemple formulaire connexion. Ainsi, à validation, il apparaîtra comme tous les autres objets dans le volet des objets Access sous le nom formulaire connexion. Si nous l'exécutons pardon, vous constatez en effet qu'il s'affiche directement à l'écran en mode exécution, mais que à ce stade, ce formulaire n'est absolument pas fonctionnel. Déjà, pour une bonne et simple raison, c'est que la liste déroulante ne propose aucun choix, et bien entendu, si nous cliquons sur le bouton rechercher, rien ne se produit, puisque ce bouton n'est pas associé à un code. L'objectif, comme je vous le rappelle, est de pouvoir proposer à l'utilisateur, sur des critères recoupés, de lancer une recherche d'informations en parcourant les enregistrements de la base de données. La première chose que nous allons faire est de pouvoir lier, donc nous revenons en mode création de notre formulaire, de pouvoir lier notre liste déroulante aux données de notre table. L'objectif est de pouvoir proposer tous les départements recensés dans la table de façon unique. Or, ils sont répétitifs. Nous allons faire comme nous l'avions fait dans la précédente formation pour connecter des objets Access au contrôle de formulaire, nous allons passer par une requête SQL plus précisément qui permet d'extraire sans doublon les informations que nous décidons depuis la table source. Donc par le biais du ruban créer, nous allons cliquer sur le bouton création de requête, nous désignons la table société car il s'agit bien de la table source à partir de laquelle nous souhaitons extraire les informations. Je vous rappelle que l'objectif ici est de pouvoir extraire de façon unique tous les départements de la table. Le plus simple, comme nous l'avions vu, est de passer directement en mode SQL, ce langage universel qui permet d'attaquer les bases de données. La requête qui est proposée par défaut est la plus classique, c'est une requête sélection, select from société. Concrètement ici, il n'y a pas de critères, ça veut dire que si nous l'exécutons, nous obtenons une vue dupliquée de la table,
pas de critères, donc tous les enregistrements pour tous les champs. Nous souhaitons les départements sans doublon. Nous utilisons, comme nous l'avions vu, le mot-clé distinct, suivi du nom du champ sur lequel s'applique cette requête. Nous obtenons la requête suivante, select distinct société, autant pour moi, département, et le vrai nom du champ, from société. Ça veut dire que nous souhaitons extraire uniquement les informations du champ société-département de façon unique, distincte, de la table société. Nous enregistrons cette requête que nous pouvons par exemple appeler département unique, ça c'est important, un nom explicite, et puis nous allons l'exécuter pour voir quel est son rendu au final. Vous remarquez que par rapport aux 1536 enregistrements de la table source, nous obtenons l'extraction uniquement des départements, mais de façon unique, non répétée, donc très intéressant si nous pouvions le lier à la liste déroulante du formulaire pour proposer à l'utilisateur de choisir l'un des départements pour effectuer ses requêtes. Nous fermons donc cette requête puisque l'objectif maintenant est de pouvoir l'associer à cette liste déroulante. Nous progressons pas à pas, nous ne sommes pas encore au code VBA pour attaquer les données. Donc, pour pouvoir relier cette liste déroulante à cet objet de base de données, cette requête précisément access, nous avons de nouveau besoin de notre feuille de propriété après avoir sélectionné notre contrôle liste déroulante. Et rappelez-vous, il s'agit de sa propriété contenu qui permet de spécifier directement l'objet en question access. En l'occurrence ici, vous voyez qu'il est reconnu par son nom, département unique, tel que nous l'avons enregistré. Donc, nous mettons à jour les informations par CTRL S. Nous pouvons exécuter notre formulaire par F5 par exemple, et constater en déroulant la liste que, en effet, tous les départements uniques sont bien proposés au choix de la liste déroulante. L'utilisateur, donc, n'a plus qu'à émettre son choix, ensuite taper son mot-clé, cliquer sur le bouton rechercher. Faut-il encore avoir codé notre programme pour pouvoir attaquer ces données? C'est tout l'intérêt de cette formation. Bon, néanmoins, nous progressons bien pas à pas. L'objectif maintenant est de pouvoir rendre dynamique cette extraction. Donc, nous allons associer un événement à notre bouton recherché. Ça veut dire déclencher un code sur ordre lorsque l'utilisateur clique sur le bouton recherché. Pour ce faire, je vous rappelle que chaque contrôle de formulaire, par le biais de son onglet événement, permet d'associer un code ou une action par une macro par exemple, en fonction des événements qui sont proposés. Bien sûr, l'événement le plus logique pour un bouton est l'événement du clic. Donc, nous cliquons sur le petit bouton à l'extrémité de son événement au clic et dans la liste des propositions, nous choisissons bien le générateur de code pour pouvoir développer une routine de code VBA associée à l'événement du clic sur le bouton. On parle de procédure événementielle. Avant de commencer à développer notre code, à expliquer les différents objets de programmation qui sont proposés par VBA pour attaquer les enregistrements d'une base de données Access, eh bien, il faut savoir que nous avons besoin d'ajouter une référence en passant par le biais du menu Outils et en cliquant sur la rubrique Références. L'objectif ici est de pouvoir ajouter une librairie, une DLL, qui est un protocole de communication avec les bases de données et qui offre tous les objets avec ses propriétés et méthodes pour piloter les données de base de données. Nous avons besoin d'ajouter, et vous le verrez vous aussi par ordre alphabétique, le composant Microsoft ActiveX Data Object, celui-ci 6.1 librairie. Donc nous l'ajoutons certes, mais pour éviter tout conflit, nous allons désactiver l'ancien, le 2.1, et nous faisons OK. Nous allons juste nous assurer que cette référence a bien été incluse dans les références de VBA, c'est le cas comme vous le constatez. ActiveX Data Object ou ADO ou bien DAO, qui est donc cette librairie vraisemblablement programmée en C qui propose tous ces objets pour nous connecter aux bases de données. Sachez que si vous faites des accès qui sont plus occasionnels aux bases de données, il n'est pas nécessaire de faire cette référence. À ce moment-là, tous les objets que vous utiliserez, vous devrez les préfixer du mot-clé DAO. DAO, les objets pour attaquer les bases de données. Et puis nous allons commencer. L'objectif ici, par rapport aux critères émis par l'utilisateur depuis le formulaire,
est de pouvoir parcourir les enregistrements de la table à la recherche des enregistrements concordants. Nous avons donc besoin, et c'est une découverte, d'une première variable que nous déclarons comme une variable objet, nous l'appelons ligne, ligne pour chaque ligne de la table, que nous déclarons comme un record set. Concrètement, un record set est un objet qui permet de manipuler les enregistrements d'une table de base de données. Et puis, nous avons aussi besoin d'un objet que nous nommons arbitrairement base, mais il a l'avantage d'être explicite, comme une variable objet database, c'est-à-dire concrètement un objet base de données. Constatez que même si vous ne respectez pas la casse, eh bien VBA la corrige à la volée, ce qui vous permet de confirmer que vous n'avez pas fait d'erreur de syntaxe ou de saisie dans le nom des objets que vous appelez. Il s'agit maintenant de déclarer, et nous allons progresser dans notre code pas à pas, des variables qui vont nous permettre de manipuler les chaînes de texte, en l'occurrence les mots-clés saisis par l'utilisateur. Donc nous allons déclarer une variable que nous nommons là encore cherche comme un string. Je vous rappelle qu'un string permet de déclarer une variable de type texte pour mémoriser des informations textuelles. Les deux points nous permettent d'énumérer dans la syntaxe VBA les variables sur une même ligne, les unes à la suite des autres, et nous allons, en connaissance de cause, déclarer une variable position que nous déclarons comme un integer, c'est-à-dire un entier, tout simplement parce que nous allons utiliser une fonction de programmation VBA qui va permettre de savoir si l'occurrence du mot-clé recherché est bien présente dans le champ de l'enregistrement, et si c'est le cas, la position renvoyée sera différente de 0. Donc cette variable est importante. Et puis, pour parfaire notre application et terminer notre partie déclarative, nous allons utiliser une variable compteur que là aussi nous déclarons comme un entier, un integer. Elle va permettre à chaque fois qu'une concordance est trouvée de décompter le nombre de résultats à afficher à l'issue pour l'utilisateur. Maintenant que nos variables sont déclarées, je vous rappelle l'emploi du mot-clé dim pour initialiser la déclaration de variable. Avant même de poursuivre notre code, nous allons exécuter un premier test qui consiste à savoir s'il y a bien un mot-clé tapé par l'utilisateur. Car ce que je vous propose dans un premier temps ici est de découvrir les objets de programmation pour accéder aux données de base de données. Donc nous nous concentrons seulement sur les mots-clés tapés par l'utilisateur et nous ignorons les départements de la liste déroulante. L'objectif donc est de dire que s'il n'y a pas de mots-clés, eh bien il n'y a aucune recherche à faire, donc aucune raison de poursuivre le programme. Donc nous utilisons l'instruction de branchement if avec la fonction que nous avions abordée dans la formation précédente, isNull, qui est une fonction VBA booléenne qui permet de tester la variable qui lui est passée en paramètre pour savoir si elle contient bien quelque chose ou non. En l'occurrence, ce que nous testons, nous, c'est le contenu de notre objet que nous avions nommé mot-clé, c'est-à-dire la zone de saisie, son contenu, propriété value, donc point value. À ce moment-là, si effectivement ce contenu est nul, eh bien, il faut terminer l'exécution du programme et ne pas aller plus loin. Nous utilisons donc les mots-clés exit sub, l'expression exit sub que nous avons déjà utilisée à maintes reprises, y compris en VBA Excel, pour mettre fin à l'exécution du programme. Vous constatez que pour l'instant, il n'y a rien de plus simple, fondamental, nous connaissons tout cela. Il s'agit, comme toujours, lorsque nous déclarons des variables, de les initialiser ensuite en les affectant, ce que nous allons faire. Puisque nous avons déclaré une variable cherche, eh bien, nous allons l'affecter du contenu de la zone de saisie, en l'occurrence, mot-clé, .value, qui est le texte saisi par l'utilisateur dans la zone de saisie depuis le formulaire. Ensuite, en partant du principe qu'une précédente recherche a pu être effectuée, pour ne pas cumuler les résultats de l'extraction, à chaque exécution par clic sur le bouton rechercher, nous allons réinitialiser le contenu de la zone résultat à vide. Puis, nous allons là aussi initialiser la variable compteur sur 0, puisque tant qu'aucun résultat concordant n'a été trouvé, fort logiquement, il n'y a pour l'instant aucun résultat de recherche. Il s'agit ensuite, pour poursuivre dans la logique, d'affecter, d'initialiser les variables objets, c'est-à-dire celles qui vont nous permettre de piloter les données de base de données. Tout d'abord,
La variable objet base. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit d'une variable objet, elle doit être préfixée pour son initialisation du mot-clé set, puis de l'affectation, et en l'occurrence ici, pour pointer sur la base de données en cours, celle sur laquelle nous travaillons, nous utilisons l'objet application qui désigne l'application Access avec laquelle nous allons utiliser sa méthode currentDB qui permet de pointer DB database sur la base de données en cours. De fait, nous pouvons donc initialiser et affecter notre variable objet ligne qui, je vous le rappelle, doit représenter les enregistrements que nous souhaitons parcourir. Eh bien, pour ce faire, nous exploitons notre objet base précédemment affecté avec sa méthode OpenRecordSet suffisamment parlant, OpenRecordSet pour accéder aux enregistrements de la base de données. Certes, mais dans une base de données, il peut y avoir de nombreuses tables. Donc, le premier argument à définir, et c'est le seul obligatoire, est le nom de la table ou de la requête en question. Notre table s'appelle société, nous la définissons donc entre guillemets, et puis avec la virgule, nous passons aux arguments suivants. Le mode d'ouverture est un mode d'ouverture en mode table, donc classique db open table. Sachez, et ça aussi je vous le rappelle, qu'en faisant F1 sur la méthode OpenRecordSet, vous obtiendrez l'aide en ligne qui vous guidera dans la définition, le remplissage des arguments d'une méthode, d'un objet VBA. Et pour protéger les données, eh bien nous allons définir le mode de lecture sur DB Read Only. Là aussi, c'est l'aide en ligne qui nous permet de savoir quelles sont effectivement ces constantes à remplir pour ces paramètres de cette méthode OpenRecordSet de l'objet base de données. Ensuite, donc, maintenant que nous avons bien initialisé notre objet pour parcourir les enregistrements et notre objet pour définir la base de données, il s'agit de commencer à les parcourir. Nous allons encore faire un test grâce à une propriété de l'objet RecordSet pour savoir si déjà notre base de données, notre table de base de données contient bien des enregistrements. C'est une sécurité. Donc toujours avec l'instruction if, si ligne c'est notre objet RecordSet, donc un enregistrement, c'est-à-dire une ligne de la table, possède une propriété recordCount qui, comme son nom l'indique, permet de retourner le nombre d'enregistrements dans la table. Bien entendu, s'il vaut 0, eh bien, ça ne sert à rien de poursuivre l'exécution du programme puisqu'il n'y a rien à rechercher. Donc, comme tout à l'heure, nous sortons du programme, nous mettons fin à son exécution. Dans le cas contraire, donc il n'y a pas besoin de spécifier un else, ça veut dire que le critère n'a pas été vérifié, eh bien nous allons nous placer sur le premier enregistrement de cette table afin de commencer à pouvoir les analyser pour pouvoir proposer une extraction à l'utilisateur. Pour ce faire, l'objet RecordSet propose une méthode très simple qui se nomme moveFirst, aucun argument. On se place sur le premier enregistrement de la table moveFirst pour se déplacer sur le tout premier. Et pour parcourir tous les enregistrements de la table, nous allons utiliser fort logiquement une boucle, nous en avons l'habitude, mais vous allez voir avec un point commun, avec une notion que nous avons déjà utilisée en VBA Excel pour l'accès séquentiel aux fichiers afin de les lire jusqu'à la fin. Le principe est le même ici, nous utilisons une boucle do que nous terminons par le mot-clé loop, loop oui, qui permet de boucler tous les traitements effectués entre les bornes de cette boucle, mais associé au mot-clé until, EOF, souvenez-vous, qui signifie, pardon, pas EOF comme ça, ligne qui est l'objet RecordSet avec justement sa propriété EOF qui signifie littéralement end of file. Ça veut dire tant que la fin du fichier n'est pas atteinte, traduisez dans ce cas précis, tant que le dernier enregistrement de la table n'est pas atteinte, eh bien nous allons parcourir tous les enregistrements de la table. L'objectif à chaque passage dans la boucle est de savoir si le mot-clé tapé par l'utilisateur depuis le formulaire est bien contenu dans le champ de la table société pour l'enregistrement en cours. C'est pour ça que nous avions une variable position pour savoir si effectivement cette occurrence est bien présente dans la recherche, que nous allons associer avec la fonction instr de VBA que nous avions déjà utilisé avec VBA Excel qui permet de renvoyer la position d'une occurrence recherchée dans une
chaîne de texte de recherche. En l'occurrence ici, nous recherchons cette expression dans le champ société nom de notre table. Eh bien, la propriété fields, alors à écrire si possible sans faute de syntaxe, la propriété fields de notre objet recordSet permet de pointer et de désigner précisément un champ d'une table de base de données. Entre guillemets, dans les parenthèses, il faut bien sûr spécifier ce champ avec, comme toujours, la propriété dérivée .value pour accéder à son contenu. Ça, c'est la chaîne de caractères, le champ dans lequel on recherche l'expression. Il faut spécifier en troisième argument de cette fonction quelle est l'occurrence cherchée. L'occurrence cherchée, eh bien, nous l'avons mémorisée dans la variable cherche, c'est le contenu de la zone de saisie. Enfin, nous terminons par la valeur 1 qui désigne le mode de comparaison utilisé par la fonction, qui est un mode de comparaison textuel. Le premier argument que nous avons défini ici, la valeur numérique 1, permet de demander à VBA de commencer la recherche à partir du premier caractère de la chaîne de texte. Eh bien, si la position renvoyée est positive, ça veut dire que l'occurrence est trouvée. Le si, ça veut dire qu'il s'agit d'un critère à poser. If position est supérieure à 0, à ce moment-là, then, que faisons-nous? Eh bien, nous devons retourner ce résultat à l'utilisateur en l'affichant dans la zone d'extraction, ça veut dire dans la zone qui se nomme résultat sur le formulaire. Donc, nous allons tout simplement écrire que résultat.value pour accéder à son contenu, cette fois-ci que nous ne récupérons pas, mais que nous affichons, est égal au précédent résultat trouvé, puisque je vous rappelle qu'on est dans une boucle, donc s'il le faut, on est au dernier enregistrement, on a déjà trouvé 5 résultats, voire plus, donc nous allons associer par concaténation tous ces résultats et ne pas les écraser, donc au précédent résultat trouvé, mais nous souhaitons que chacune de ces informations soit placée sur une ligne indépendante. C'est pourquoi nous utilisons la fonction VBA-CHR qui permet de simuler des actions clavier par des codes que nous lui passons en paramètres. Pour en savoir plus, là encore, la touche F1 du clavier pour accéder à l'aide en ligne qui permet de savoir quels sont les codes qui permettent de simuler telle ou telle action au clavier. Donc, au précédent résultat sur une nouvelle ligne, nous souhaitons tout simplement afficher le résultat trouvé concordant. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous avons écrit au-dessus. Alors, plutôt que de le réécrire, là, le message d'erreur vient du fait que nous n'avons pas fini parce que nous allons prélever. Sécurité VBA comme toujours. Nous souhaitons donc concaténer tout simplement l'information du champ concordant, c'est-à-dire ligne field société nom .value. Comme cette information est concordante, nous allons incrémenter notre compteur de succès, compteur égale compteur plus 1. Jusque-là, tout va bien, nous ne pouvons pas encore tester notre code parce que ce qu'il faut bien savoir, et ça c'est très important, lorsque nous accédons à des données de base de données, par des objets de programmation, il faudra bien libérer les ressources. Sinon, vous aurez beaucoup de difficultés à pouvoir cumuler les requêtes et vous obtiendrez des engorgements qui nécessiteront l'arrêt brutal de l'application. Une chose fondamentale à ne pas oublier, nous sommes dans une boucle do loop. Ça veut dire pour parcourir les enregistrements. Jusque-là, ce que nous faisons, c'est que nous rentrons dans la boucle, nous analysons le premier enregistrement, et si effectivement le résultat est concordant, nous l'affichons. Mais rien ne dit que nous passons à l'enregistrement suivant. À ne surtout pas oublier donc notre moveNext, la méthode moveNext de notre objet recordSet qui permet de stipuler sans ambiguïté qu'une fois ce traitement effectué, il faut bien aller se positionner sur l'enregistrement suivant pour boucler et donc analyser cet enregistrement suivant. Sinon, le risque, c'est d'entrer dans une boucle infinie, ça veut dire une exécution qui ne s'arrête jamais, qui ne progresse jamais. Comme je vous le disais donc, à l'issue, ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir décharger la mémoire, mais surtout de fermer la connexion. Et c'est pour ça que lorsque l'on sort de la boucle, nous allons nous occuper de vider ces objets bases de données. Donc, puisque là, pour l'instant, nous avons bien affiché tous ces résultats, peut-être qu'il serait intéressant néanmoins d'ajouter un message supplémentaire pour l'utilisateur dans le cas par exemple où aucun résultat concordant n'a été trouvé parce que sinon il n'aura pas l'information. Donc avant de vider ces objets, on va refaire un petit test qui consiste à dire que si au sortir de la boucle,
la zone d'extraction est toujours vide pour que l'utilisateur comprenne bien. Donc, si son contenu est égal à guillemets guillemets, à ce moment-là, then, on peut le mettre dans un endif, mais on va le mettre dans un endif parce que l'expression peut être assez longue, quoique on peut le mettre sur la même ligne. On réfléchit en même temps que l'on code, tout à fait conventionnel pour le développement d'un programme. Eh bien, à ce moment-là, nous allons tout simplement indiquer à l'utilisateur, lorsque, à l'issue de la boucle, la zone résultat est toujours vide, que nous n'avons trouvé aucun résultat, donc nous l'écrivons directement entre les guillemets, aucun résultat trouvé, comme ceci. Comme je vous le disais, ce qu'il y a d'impératif à l'issue est de pouvoir déconnecter ces objets bases de données. Nous allons commencer par fermer les connexions, c'est fondamental, sinon elles se cumulent. Pardon, ligne.close, la méthode close de l'objet recordSet est de la même façon base.close. Ainsi, nous fermons les connexions. Fermer les connexions, c'est une chose, mais ces objets, vraisemblablement, empruntent toujours des ressources en mémoire, donc nous allons les vider. Grâce au mot-clé set, nous allons réaffecter ces objets grâce au mot-clé nothing sur rien. Ça veut dire que nous les vidons, nous vidons la mémoire vive. Et nous faisons la même chose avec l'objet base pour la base de données une fois que l'exécution est terminée. Nous enregistrons ces modifications. L'objectif est de pouvoir tester à ce stade si notre code est fonctionnel. Donc, nous exécutons notre formulaire, nous tapons par exemple un mot-clé et nous lançons la recherche pour voir si nous obtenons bien des résultats. Nous avons tapé le mot-clé lac et vous remarquez qu'effectivement, tous les enregistrements qui contiennent ce mot-clé lac sont bien proposés en instantané, alors même ceux qui ne contiennent pas précisément ce mot-clé, mais qui est contenu dans une expression, néanmoins ça fonctionne très bien. L'objectif ici est vraiment euh, de dénoncer ces objets de programmation pour démontrer les potentialités qui nous seront offertes à l'avenir lorsque nous en connaîtrons encore un petit peu plus. Donc, effectivement, ça fonctionne. Je vous rappelle que pour l'instant, en revanche, nous n'avons pas établi de critères sur la liste déroulante. Cela signifie que si nous relançons l'exécution, vous remarquez en effet qu'il n'y a pas de résultat supplémentaire ou bien de restriction posée par le fait de ce critère recoupé puisque nous ne l'exploitons pas. Nous allons revenir en mode création ou bien pourquoi pas même fermer notre formulaire et basculer de nouveau dans notre code. Je m'aperçois que nous avons peut-être oublié une information qui est utile, qui consiste à indiquer le nombre de résultats trouvés. Donc finalement, dans notre if ici, tiens que nous pourrions tester, pourquoi pas, lorsqu'il n'y a pas de résultats trouvés, nous allons de nouveau exécuter notre formulaire, et puis nous allons taper un mot-clé qui a peu de chances d'être trouvé. Nous cliquons sur rechercher et vous voyez que nous avons bien un retour instantanément qui est fourni. Constatez la vitesse d'exécution sur les 1500 enregistrements qui sont parcourus dans cette boucle, aucun résultat trouvé. Il serait intéressant pour l'utilisateur quand même de pouvoir lui fournir cette indication précieuse sur le nombre de résultats trouvés en en-tête. Pour ce faire, donc, nous allons modifier légèrement notre instruction if ici. Dans le cas effectivement où à l'issue de la boucle, la zone d'extraction est toujours vide, eh bien, cela signifie qu'aucun résultat n'est trouvé. Dans le cas contraire, cela signifie que des résultats sont trouvés et donc que nous pouvons donner l'information sur le nombre de résultats concordants à l'utilisateur. On va récupérer des bouts de code existants pour ne pas devoir tout ressaisir. L'objectif ici est de pouvoir donc lui indiquer qu'il y a par exemple 12 résultats trouvés et ensuite de pouvoir les énumérer sur les lignes du dessous. Donc on va écrire ici le nombre grâce à la variable compteur qui a permis de comptabiliser le nombre d'enregistrements que nous concaténons un petit texte d'explication. Résultat trouvé, alors ici on ne se soucie pas de l'accord au cas où il n'en est qu'un, effectivement après on peut améliorer, résultat trouvé, que l'on va concaténer effectivement avec des retours à la ligne, on va même les doubler pour séparer ce résultat de synthèse de la liste des résultats concordants dans la zone d'extraction, comme ceci. Et puis, nous mettons à jour les modifications par CTRL S par exemple, et nous exécutons de nouveau notre formulaire. Nous allons taper, pourquoi pas encore une fois, le mot-clé lac.
et puis enclencher la recherche, et vous voyez la différence. Nous obtenons le même résultat que tout à l'heure, mais avec cette information précieuse en en-tête. 16 résultats trouvés, les 16 résultats sont bien présents ici. Constatez une petite anomalie, la zone de texte ne nous permet pas de faire défiler l'ensemble des résultats trouvés, donc ça c'est une petite chose que nous pouvons corriger très vite en mode création du formulaire grâce à la feuille de propriété du contrôle. Il s'agit d'ajouter une barre de défilement verticale pour ce contrôle que nous sélectionnons. Il est intéressant justement de constater que ce n'était pas le cas par défaut. Et puis, vous voyez, dans sa propriété pour l'onglet Format, barre de défilement, nous allons choisir Vertical, ce qui permettra, et nous allons le constater tout de suite en exécutant le formulaire, on va retaper ce mot-clé parce qu'on sait qu'il retourne un nombre de résultats important. Lorsque nous l'activons, vous voyez qu'elle apparaît et on peut faire défiler tous les résultats de la recherche ici. Voilà, petit à petit, notre application prend forme. L'objectif désormais est de pouvoir faire des requêtes plus fines avec des extractions qui soient plus précieuses, plus intéressantes sur des critères recoupés. Et pour ce faire, nous allons constater que VBA Access, par le biais de cette librairie ActiveX Data Object, propose des méthodes qui permettent d'optimiser le code justement en ne nécessitant pas de parcourir chacun des enregistrements à la recherche des résultats concordants. On va utiliser des méthodes qui permettent d'exploiter des bouts d'expression SQL pour recouper les critères, même les plus fins soient-ils. Alors, on va modifier ce code pour pouvoir l'optimiser. De fait, nous n'aurons plus besoin ni de notre variable cherche, ni de notre variable position. L'objectif, je vous le rappelle ici, est de pouvoir recouper les mots-clés avec le critère sur les départements. Comme nous n'avons plus besoin de ces deux variables, forcément, l'affectation sur la variable cherche ici n'est plus nécessaire. En revanche, nous allons garder notre affectation sur notre zone d'extraction et notre affectation, notre initialisation de notre variable compteur qui permet de décompter le nombre d'enregistrements qui sont concordants avec le résultat de la recherche. Comme vous allez le constater et comme je vous le disais, ici, il n'est plus nécessaire de parcourir tous les enregistrements un à un. Donc nous allons supprimer ces lignes. Et puis, il s'agit ensuite de recoder et de repenser complètement le parcours de la boucle. Donc, à l'exception de l'expression du résultat .value, c'est-à-dire de la concaténation que nous conservons pour ne pas avoir à la retaper, nous allons, par anticipation, supprimer tout le reste du code et je vous expliquerai pourquoi nous avons besoin de faire le ménage avant d'adapter ce code grâce aux autres méthodes que propose VBA qui sont bien plus productives pour des résultats, ma foi, beaucoup plus précis, beaucoup plus fins, ce que nous allons voir tout de suite. Il s'agit donc maintenant de déclarer, avant de commencer, d'autres variables qui vont nous être utiles. Nous allons commencer par déclarer la variable retour comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui va nous permettre de mémoriser les résultats de l'extraction pour effectuer de nouveau cette concaténation. Sur la même ligne, grâce aux deux points, nous allons déclarer une variable expression. Cette variable expression porte bien son nom, c'est nous qui la choisissons, car nous allons construire dans cette variable le bout de syntaxe SQL pour effectuer les requêtes et attaquer la base de données, ce qui va nous permettre de ne pas parcourir tous les enregistrements. Donc, c'est un bout de requête SQL, c'est une chaîne de texte, nous la déclarons là aussi comme un string. Une fois que nous avons ajouté ces deux variables, nous avons besoin, comme toujours, de bien vérifier que les mots-clés tapés ne sont pas nuls, auquel cas nous devrions arrêter l'exécution du programme. Sinon, en revanche, nous pouvons d'ores et déjà construire notre expression SQL qui va permettre d'attaquer cette base de données avec les méthodes que nous allons présenter des objets de base de données en VBA Access. Donc, nous faisons notre affectation de notre variable expression dans laquelle nous devons indiquer que nous souhaitons faire en sorte que le champ société nom pour les enregistrements concordants comporte l'expression des mots-clés tapés par l'utilisateur depuis le formulaire. Il s'agit donc de poser un critère sur le champ société nom. Comme je vous le disais, il s'agit d'un bout de syntaxe SQL. Le mot-clé like pour dire comme, c'est-à-dire contient. Et là, une simple cote suivie d'une étoile, on va bien expliquer tout ça, que nous allons concaténer tout simplement
à l'expression saisie par l'utilisateur dans la zone de saisie qui se nomme, je vous le rappelle, mot-clé, à laquelle nous accédons à son contenu grâce à sa propriété .value que nous concaténons là encore à une étoile. L'étoile est très importante dans cette syntaxe. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il y a une étoile avant ce mot-clé et une étoile après ce mot-clé, ça signifie que nous recherchons tous les champs pour lesquels ce mot-clé est contenu, quoi qu'il y ait avant et quoi qu'il y ait après. Ensuite, le principe dans cette syntaxe SQL est de pouvoir recouper le critère avec celui posé éventuellement sur le département si toutefois la liste déroulante est bien définie sur une valeur. Donc, nous utilisons comme toujours notre bonne méthode isNull en tant que dans la zone de critères de notre instruction if pour tester le contenu de notre liste déroulante. Car si son contenu est nul, if isNull de liste déroulante, eh bien à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de critères à recouper. Dans le cas contraire, en revanche, false, ça veut dire quand il y a bien quelque chose, eh bien, autant pour moi, ne pas oublier le mot-clé then pour le alors du if, que nous allons d'ailleurs par sécurité boucler tout de suite, ce que devrait faire tout bon programmeur, afin d'éviter de l'oublier comme là je viens de le faire. L'objectif donc est de pouvoir poursuivre la construction de cette expression afin de recouper les critères. Donc expression, dans le cas où il y a bien un département, est égal à expression, c'est-à-dire lui-même, on récupère ce que l'on a déjà construit pour le critère sur les mots-clés dans le champ société nom, que l'on va associer, donc, entre guillemets, grâce au mot-clé end pour recouper les critères, aux critères sur le champ qui se nomme, je vous le rappelle, société département. L'objectif ici est de pouvoir faire la correspondance avec la valeur dans la liste déroulante, qui est une valeur stricte issue d'une requête SQL. Donc, nous utilisons le symbole égal pour l'équivalence, il n'y a pas de like, et bien sûr, simple cote double guillemet, que nous concaténons à la valeur de la liste déroulante, et comme toujours, la propriété du contrôle qui permet d'accéder à son contenu est la propriété value. Nous n'oublions pas de mettre entre guillemets la simple cote qui, je vous le rappelle, permet de désigner un texte dans une expression pour la construction, pour l'assemblage de cette expression et la concaténation qui permet de recouper les critères. Une fois effectivement que nous avons conçu cette expression qui est un bout de syntaxe SQL, l'objectif est de pouvoir indiquer à Access que nous n'allons pas accéder aux données de la table comme d'habitude. Il y a un mode d'accès pour exploiter ces méthodes des objets de base de données en exploitant ces syntaxes SQL qui s'appelle, c'est une constante, db open dinaset. C'est une sorte de pointeur qui permettent d'aller directement pointer donc sur les enregistrements de la table concordant avec l'expression que nous avons bâtie juste au-dessus. Donc ça, c'est une modification très importante à apporter, sans quoi, en effet, nous ne pourrions pas utiliser, exploiter les méthodes que je souhaite vous démontrer ici qui permettent d'optimiser le code et surtout d'offrir beaucoup plus de puissance et de finesse dans l'extraction des données de base de données. Alors à ce stade, on va s'assurer en déboguant que tout va bien, donc effectivement aucune erreur n'est générée. Et donc, première méthode que je souhaite vous proposer pour l'objet recordSet qui accède en mode dinaset aux enregistrements de la table société. Nous avons conservé les mêmes méthodes que précédemment. Nous allons découvrir la méthode findFirst. Vous voyez qu'elle est proposée par IntelliSense, préfixée d'une icône verte stipulant bien qu'il s'agit d'une méthode, suivie de notre expression SQL. En fait, nous demandons tout simplement à VBA, par le biais de ActiveX Data Object, de se positionner sur le premier enregistrement concordant avec l'expression SQL que nous avons tapé. Et pour plus de sécurité, même si a priori ce n'est pas nécessaire, nous allons utiliser la propriété noMatch de l'objet recordSet qui permet tout simplement de savoir si oui ou non le résultat est concordant avec l'expression tapée. Si nous la plaçons à false, ça veut dire, puisque c'est deux négations, noMatch, ça veut dire ça ne marche pas, égal false, ça veut dire que ça marche. Eh bien, si ça marche, il s'agit tout simplement d'afficher le résultat de cette extraction
dans la zone prévue à cet effet directement sur le formulaire, auquel cas nous exploitons notre variable retour prévue à cet effet, et nous allons indiquer que retour est égal à l'assemblage, on va afficher plus de précision, de l'information du champ société nom et du champ société département, pour donner un peu plus de finesse dans les résultats. Je vous rappelle que pour un objet record set, la propriété qui permet d'accéder au champ, au contenu du champ de l'enregistrement en cours, est la propriété fields. On désigne entre parenthèses et entre guillemets le nom du champ en question. Nous souhaitons afficher l'information sur le nom de la société puisque le résultat est concordant. On pourrait ainsi concaténer avec tous les champs qu'on souhaite. On va mettre entre les deux informations un petit tiré pour bien montrer qu'il s'agit de deux informations indépendantes, et puis celui sur le département, etc., etc., toujours avec la propriété fields de notre objet record set. En l'occurrence ici, il s'agit d'avoir et d'afficher l'information sur le département de l'enregistrement concordant à notre recherche par le biais de la syntaxe SQL. Donc ici dans notre variable retour, nous souhaitons effectivement reconstruire la concaténation du nom et du département de l'activité de sortie. Ça, il faut pouvoir le cumuler au résultat éventuellement précédent de notre zone résultat.value, donc c'est notre zone d'expression, bien que effectivement à ce stade, puisque c'est le premier résultat concordant, il n'y ait vraisemblablement pas d'informations déjà présentes dans la zone de texte, nous allons quand même faire en sorte qu'il y ait potentiellement déjà des informations. Comme ça, nous n'aurons plus qu'à copier et coller ce code dans la boucle puisque le principe sera le même. On ne s'embête pas et à défaut, la seule incidence sera de créer des retours chariots supplémentaires. Voilà. Bien sûr, il s'agit d'un résultat concordant, donc je vous le rappelle, pour pouvoir afficher l'information à l'utilisateur, nous incrémentons notre variable compteur de manière à pouvoir dénombrer au final le nombre de résultats qui concordent. Dans notre boucle do loop ici, qui permet comme précédemment de parcourir a priori tous les enregistrements, en fait ici nous n'allons pas parcourir tous les enregistrements, mais seulement ceux qui concordent. Alors nous avons découvert la méthode findFirst de notre objet recordSet associée à l'expression SQL pour directement pointer sur le premier enregistrement concordant. Lorsque l'on est dans une boucle do, eh bien ce n'est plus le findFirst puisque forcément ce n'est plus le premier. Constatez, c'est très simple qu'il existe une méthode qui s'appelle findNext, suivie là aussi de notre expression SQL pour directement aller pointer sans passer en revue tous les enregistrements sur notre prochain enregistrement concordant avec ces critères recoupés. Alors ici, eh bien, je remets en question ce que je disais tout à l'heure, on va supprimer ça puisque il suffirait tout simplement de récupérer le code que nous avons tapé juste au-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il pouvait y avoir déjà des résultats préalables potentiellement. Effectivement, .findNext, expression se place sur le prochain enregistrement concordant avec cette syntaxe SQL. Encore une fois, si un résultat est trouvé, eh bien, nous allons concaténer les informations des champs dans la variable retour que nous ajoutons elles-mêmes au résultat précédent dans la zone d'extraction qui se nomme résultat. Et nous incrémentons la variable compteur toujours pour pouvoir à l'issue dénombrer les résultats correspondants. Par contre, dans le cas contraire, il faut bien faire bouger le pointeur parce que si le findNext n'obtient aucun enregistrement, et bien ça veut dire que nous sommes dans une boucle infinie, nous n'atteindrons jamais le dernier enregistrement. Donc, on va utiliser la méthode que nous avions exploitée tout à l'heure, le moveNext, qui va permettre de continuer la progression dans le parcours des enregistrements au travers de la boucle do loop afin de nous assurer que nous ne restons pas bloqués dans une boucle infinie. Comme tout à l'heure, nous sortons de la boucle et puis nous faisons un petit test sur notre zone d'extraction. Si elle est vide, nous affichons le message comme quoi aucun résultat n'a été trouvé. Dans le cas contraire, nous affichons bien le décompte des résultats trouvés que nous associons à l'expression que nous avions reconstruite et concaténée dans notre zone d'extraction. Il s'agit là encore de ne pas oublier de fermer les connexions aux objets de base de données et de vider ces objets pour libérer les ressources. Si bien que si nous revenons sur notre formulaire et que nous l'exécutons, donc par exemple par F5, nous allons choisir
un département, par exemple le 07, et nous tapons un mot-clé, par exemple domaine, et nous cliquons sur rechercher. Et vous constatez que le résultat est tout à fait satisfaisant, puisque dans la zone d'extraction s'affichent directement les résultats que nous pourrions d'ailleurs préciser encore plus dans le code correspondant aux deux critères recoupés sur le département et sur le mot-clé d'ailleurs. Si nous changeons ici le département pour bien montrer que les deux sont pris en compte, vous constatez que lorsqu'on clique sur le bouton rechercher, la zone d'extraction se met bien à jour et qu'elle affiche ici tous les résultats concordants, c'est-à-dire les noms d'activités qui comportent bien le mot domaine avec le département qui a été demandé. Vous avez remarqué que lorsque l'on a exécuté ici le formulaire, il ne s'est pas affiché agrandi. On peut pallier ce problème pour terminer ce code, puisque l'essentiel du code VBA ici a été démontré, en ajoutant une petite macro associée à l'ouverture du formulaire. Vous voyez que c'est lui qui est sélectionné par défaut ici. Et par exemple, dans son événement, grâce à sa feuille de propriété, surchargement ici, nous allons associer cette fois-ci non pas un code VBA, mais une macro qui va permettre ou qui va obliger plutôt le formulaire de s'agrandir, c'est-à-dire d'optimiser l'espace qui lui est proposé sur la fenêtre afin qu'il ne soit pas ouvert comme ça en mode restauré. Donc c'est une macro qui s'appelle agrandir fenêtre sans aucun argument. Nous enregistrons, nous fermons et vous voyez que bien que la fenêtre ici ne soit pas optimisée, agrandie, lorsque nous exécutons notre formulaire, pas de souci, là il s'ouvre en mode optimisé, c'est-à-dire qu'il occupe tout l'espace qui lui est proposé. Voilà pour cette découverte des objets qui permettent de piloter les données de base de données en VBA Access. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Nous allons poursuivre dans les autres formations notre apprentissage de ces objets qui permettent de piloter les données et vous allez voir qu'on va pouvoir en tirer toute la puissance et la quintessence pour aller beaucoup plus loin. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.